خاوتي خواتاتي مسبخي عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا رانا ملاح باسكو ناكوي ان دي زيكسبير اللي ماهوش يبان بزاف dans les médias algériens. À la comme ces derniers temps, on dit les télévisions, il y a une floraison de nouvelles télé, il y a une floraison aussi d'experts. Donc chaque télé a des experts. وكل يوم يخرج لنا واحد des experts, واحد يقول لك انا expert دي groupe armé, واحد يقول لك انا شويه expert de الحشيش والزطله. حنا جبنا لكم un vrai expert, c'est monsieur Khaled Ziari, qui est un ancien commissaire divisionnaire de la DGSN à l'époque des années 90, qui a vécu le terrorisme au moment où Bledna était vraiment à feu et à sang et en cendres, et qui a vraiment côtoyé les décideurs de la sécurité dans ce moment-là, et qui aujourd'hui est devenu consultant, il fait de l'expertise sécuritaire, c'est un expert en sécurité en lutte contre le terrorisme, il a travaillé avec l'Union européenne, il collabore avec de plusieurs organismes internationaux. Si Khaled, marhaba bik. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps précieux. On ne te voit pas beaucoup, certainement ces derniers temps, mais avec l'actualité, tu as tes sources d'informations, etc. On a une question simple. Aujourd'hui, la sécurité de l'Algérie se porte comment? Et Altara, Daesh n'a pas réussi à s'implanter en Algérie. Est-ce qu'il faut pour autant être rassuré? Est-ce qu'on est bien? Là, oui. Là, on est bien. Moi, je dirais on est très bien, carrément. Bon, il est vrai qu'il y a un problème au niveau des frontières, avec le Mali et la Libye. C'est bien sécurisé, c'est bien pris en charge par l'ANP. Maintenant, pour le terrorisme, je pense qu'il est en voie totalement d'éradication. Et l'armée nationale populaire est en train de faire un excellent boulot, notamment ces dernières années. Hein. L'armée est en train de lutter contre le terrorisme d'une manière propre. Elle est propre. Donc, sur le plan des frontières, la situation est bonne. Sur le plan intérieur, elle est meilleure qu'avant. Et je peux dire que le terrorisme est pratiquement éradiqué. Il reste quelques poches, ici et là, qui sont en voie d'être neutralisées par l'armée. Donc maintenant on peut dire que le terrorisme, dans quelques temps, dans un mois, 2 mois, relève du passé, tout simplement. Carrément. Carrément du passé. Mais si c'est le cas, c'est Khaled. Maintenant, je continue un petit peu. Alors, Daesh. L'émergence de Daesh en Afrique, en Libye et l'Afrique, Daesh n'a aucune chance d'implantation en Algérie. Aucune chance d'implantation en Algérie. Daesh, c'est une mouvance un peu particulière. Ce n'est pas le GIA, le JSPC, des groupes armés, qui avait un ancrage au niveau de la population, qui était soutenu par la population. Au départ, la population, d'abord, elle a rejeté, et elle rejette toujours la violence intégriste, d'où qu'elle vienne. C'est la population qui a exprimé son désaveu de la violence islamiste. Elle l'a exprimé il y a longtemps. C'est pour ça que les services de sécurité ont pu venir à bout un peu de toutes les poches terroristes au niveau des centres urbains comme en extramuros, au niveau des compagnies. Donc l'implantation de Daesh en Algérie est exclue. Il ne faut pas croire aux gens qui vous disent qu'il faut prendre toujours avec le... Elle est exclue parce que la population n'en veut pas d'elle, c'est ça? La population n'en veut pas d'elle, d'abord. Daesh sait que les services de sécurité ont une expérience certaine avérée en matière de lutte antiterroriste, elle est exclue. Mais elle risque pas de s'implanter en Algérie pour la simple raison qu'elle n'a pas de soutien populaire. Et Daesh, tel qu'on la connaît maintenant, ne peut pas avoir de soutien populaire. Elle n'a pas l'adhésion de la population. C'est une mouvance qui impose la terreur aux gens. On ne peut pas aller loin quand on impose la terreur, quand il n'y a pas une adhésion volontaire de la population. N'importe quel groupe armé ne peut pas aller loin. Ce qui explique maintenant les revers subis par Daesh en Irak, en Syrie, un peu partout. Ce n'est pas comme le GIA d'avant. Le GIA d'avant, il avait le soutien de la population au départ. C'est pour ça qu'on a eu des difficultés, beaucoup de difficultés au départ, et on a perdu beaucoup, notamment la police, c'est le premier corps qui a beaucoup perdu. En perte humaine, c'est la police qui est en première place, la police. Suivi notamment dans les débuts des années du terrorisme. Suivi évidemment de l'ANP. L'ex-DRS n'ont pas subi beaucoup de pertes. La gendarmerie encore moins. Le corps qui a beaucoup perdu, en nombre particulièrement, c'est le corps de la police nationale. Combien de policiers ont été tués? Parce qu'on a les chiffres? C'est un corps qui était
extrêmement vulnérables de par les missions. On était tous identifiés, localisables, donc on était une proie facile pour les terroristes, évidemment, qui agissaient dans l'anonymat. Le voisin pouvait être terroriste, le coiffeur en face pouvait être terroriste, ou un support du terrorisme. Donc la lutte était extrêmement délicate au départ. Donc ce qui a expliqué un peu le flottement au niveau notamment de la police nationale. Moi je parle de la police, j'ai eu à gérer la lutte antiterroriste. Au départ c'était extrêmement difficile parce que c'était pour les jeunes policiers, particulièrement les nouvelles recrues, cette forme de violence était une grande surprise. On n'était pas préparé. C'est une violence dont les contours étaient insaisissables. Vous ne pouvez pas, bien sûr, évidemment. C'était extrêmement difficile, c'est pour ça que ceux qui expliquent un peu toutes les pertes qu'on a subies, et puis doucement. De quelle année à année tu as géré la lutte antiterroriste au sein de la DGSN? Au niveau des années dures. Dès le départ de la lutte antiterroriste jusqu'au pratiquement 95. En 95, nous avons pratiquement éliminé les grandes poches terroristes. 95, c'est terminé le terrorisme. Pratiquement. Je ne parle pas des grands massacres qui ont eu lieu. Dès que c'est une autre histoire. On parle des attentats urbains, tout ça. Terminé en 95, on a pratiquement, au niveau intramuros, au niveau urbain, terrorisme urbain, on l'avait pratiquement éradiqué. Il y a eu des attentats après, il y a eu beaucoup d'attentats. Après 95, il n'y a pas eu beaucoup d'attentats. À part les gros, les machines de masse, les liquidations de masse, au niveau de. Tout le monde connaît. Donc, mais le terrorisme a été notamment intramuros urbain, a été maîtrisé par les services de police, pratiquement seul en matière d'action. En 95, il était pratiquement éliminé. Seul, je ne dirais pas seul. Donc, le gros du travail était fait par la police. Et il y a le travail remarquable aussi qui a été fait par les services du DRS. Ils ont un travail de renseignement impeccable. Et un travail d'action aussi impeccable. Est-ce que vous avez collaboré bien sûr? C'est normal qu'ils collaborent. C'est normal qu'ils collaborent. La police était pratiquement sous l'autorité militaire. La police relevait en matière de lutte antiterroriste au niveau des services opérationnels, pratiquement sous l'autorité militaire. On avait l'Office national de la répression du banditisme, était coiffé par l'ex-général Smaïl Lamari. C'est lui qui donnait les instructions à un cadre de la police chargé de piloter ce service. Il était pratiquement sous les ordres de Smaïl Lamari. Donc c'est l'armée qui... Vous avez travaillé de manière efficace avec eux, ces gens-là? Parce qu'ils sont des légendes. Smaïl Lamari, Général Toufer, ces généraux sont devenus des légendes. Ils sont comment en réalité? Est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Qu'est-ce qu'ils sont? Smaïl Lamari fait un boulot. Il a été en charge d'un service précis, il a fait son travail comme tout le monde. Toufer, évidemment, c'est le patron. C'est celui qui se cache toujours derrière les choses, donc il ne se montre jamais. C'est sa manière de travailler, ça c'est son problème. Mais on aurait aimé, nous, la police à l'époque, ne pas être sous la coupe militaire. Parce qu'il y avait deux stratégies différentes entre la police nationale et les services du DRS. Et l'armée d'une manière globale. On a toujours refusé un peu, et je me souviens de l'ex-directeur général qui est décédé, Tolba. On a toujours refusé, et c'est ce qu'il a exprimé au ministère de l'Intérieur à l'époque, d'être pratiquement sous la coupe des militaires, particulièrement du service du DRS. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous avions notre stratégie de lutte antiterroriste. Ils avaient la leur. C'est quoi la différence des deux stratégies? La différence, ça c'est mon point de vue. Là, on était beaucoup plus légaliste. On était légaliste. C'était en termes crus, c'est Khaled. Vous ne torturiez pas. Pas de torture. En termes crus, la culture de la torture, chez nous, n'existait pas. Il y avait des dépassements au niveau des services de sécurité, de nos services opérationnels, il est vrai. Même quand il y a eu le confusionnisme au niveau de la lutte antiterroriste. Parce qu'il y a eu un grand confusionnisme qui est dû justement à cette interférence de l'armée dans l'action des policiers. Qui a créé un certain confusionnisme. Moi, personnellement, j'ai toujours refusé d'être sous la coupe des militaires, travailler en collaboration, en coordination, c'est bien. Mais sous la coupe des militaires, non.
si on Et les dépassements arrêtait un terroriste, on était pratiquement obligé de le confier aux militaires. Carrément. Carrément. Ça, c'est rare. Aujourd'hui, il y a un devoir de vérité. En ce moment, en Tunisie, les victimes des dictatures et des violences, on met des procès pour faire une véritable un travail de justice. Malheureusement, il n'y a pas eu de travail de justice. Est-ce que tu peux nous certifier que dans les commissariats, il n'y a pas eu des innocents qui ont été torturés dans cette lutte antiterroriste? Est-ce que les gens qui ont été soupçonnés, les fameux disparus, tu m'as écouté la police, c'est le jama, comment ça s'est passé? Ça me pas de dépassement. Non, il n'y a pas de non, il y a une nuance à faire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de dépassement. Il y a eu des dépassements au sein des services de sécurité. C'est des dépassements individuels ou de quelques groupes. Effectivement, il y a eu des dépassements. Je l'ai toujours dit. Les disparus. 10 000. Est-ce que 10 000 disparus, c'est pas... Que des chefs de service ou des agents ont pratiqué la torture, ce n'est pas exclu, évidemment. Je l'ai toujours dit. Mais ça reste... ce n'est pas systématique d'abord, et ce n'est pas une directive de la Direction générale de la police nationale. Mais est-ce qu'un des services est torturé? Un des services, il faut dire aux gens qui ont été torturés. Non, mais tu as dit qu'il y a des dépassements, tu as constaté Il y a des différences dans le traitement. il y a des dépassements un peu, pas tous les services. Il y a des dépassements au niveau de tous les services. Parce que si moi je ne suis pas arrivé au dépassement, d'autres services sont arrivés, il y a des gens qui viennent se plaindre, même à nous. Même à nous, en tant que police, s'ils ont été arrêtés par la gendarmerie ou par l'armée, disant voilà, on a été arrêtés, on a été malmenés, on nous a relâchés, des gens qui viennent nous voir pour se plaindre carrément, pensant que nous, on peut éventuellement. Il y a eu beaucoup de plaintes de citoyens à l'époque. Pardon? Il y a eu beaucoup de citoyens qui sont plaints. À propos des disparus, il faut savoir une chose, ce n'est pas un secret professionnel, ça. Ça n'a rien à voir avec le secret professionnel. Hein. Quand on arrête quelqu'un, un terroriste, présumé terroriste, ou carrément terroriste, parce qu'on a beaucoup de charges sur lui, on est contraint de le remettre généralement à l'armée, qui s'occupe de l'interrogatoire réel et des suites à donner. Tout le monde, durant les années 90, vous n'interrogiez pas les terroristes? Si, les petites affaires, on les interroge, évidemment. Une fois que l'armée n'est plus intéressée par le terroriste ou le présumé terroriste, on pouvait continuer l'enquête, normalement. Mais si l'armée est intéressée par l'arrestation d'un groupe ou d'un terroriste, elle le prenait en charge totalement, et c'est à elle qu'il faut demander ce qu'il y a eu par la suite. Il y a des cas concrets, c'est Khaled. Les années 90 qui sont disparus. D'abord, qui les a arrêtés? La police a arrêté, la police remet à l'armée, après le sort de ce monsieur, il est entre les mains de l'armée. La police n'est plus comptable. Et tu m'as dit, l'armée a un service compétent pour ça, peut établir, confectionner des procédures, comme tous les services, alors que le pouvoir de compétence. Elle est en contact permanent avec les tribunaux. Ouais, donc, il n'avait pas besoin de moi, de nous. Maintenant, si l'intéressé est important, bon, l'armée va utiliser, va exploiter ces informations, peut-être avec d'autres services de l'armée ailleurs, toutes les wilayas, etc. Bon, on ne peut pas suivre, on n'a pas à suivre. Une fois que l'individu a été arrêté par les services de police, interrogé dans un premier temps, évidemment, c'est le service qui arrête, qui interroge, mais à la demande de l'armée, on remet l'individu à l'armée, au service concerné, particulièrement les extrémistes. Donc il n'y a que l'armée qui peut nous dire où sont partis les disparus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les victimes des disparus, la plupart des victimes, qu'est-ce qu'elles vous disent, les victimes? Mon fils a été interpellé par le service de police X. Et puis, on ne l'a plus revu. On est parti au chef de service qui l'a interpellé. Nous, on l'a remis à tel service. Ce qui est vrai. Il y a des moments où on le remet à la gendarmerie, des moments où on le remet à l'armée, carrément, au service de renseignement. Et puis, non, on est dégagé, on continue à faire notre boulot, on ne va pas suivre. Service de renseignement, allemand, DRS ou corps militaire? La DRS, qui était compétent? C'est le DRS. La police, DRS, gendarmerie, etc. Mais la gendarmerie, c'est autre chose. C'est des rapports de corps à corps. Il n'y avait pas de domination ou de concurrence, non. On travaille en collaboration avec la gendarmerie. Même la gendarmerie était soumise à une procédure concernant la lutte antiterroriste. Une procédure particulière. Il y avait le monopole de la lutte antiterroriste. C'était l'armée qui avait le monopole.
notamment le service du DRS. C'était lui qui pilotait tout, absolument tout. Et je trouvais ça, moi personnellement, je trouvais ça illogique quelque part. Moi j'aurais aimé qu'il crée un service de coordination efficace, coordination, et puis permettre par la suite à ce service militaire qui a le monopole de poursuivre. Est-ce qu'on aurait remporté la guerre contre le terrorisme plus rapidement ou avec beaucoup plus d'efficacité, moins de dégâts, Oui. si ce n'était pas que le DRS qui dirigeait les opérations, s'il n'y avait pas le monopole de ce DRS? Non, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais moi, ce que je vous dis, c'est je l'ai toujours dit à la Coudéal. Nous avons mené une lutte antiterroriste sale. Quelque chose sale. Bon, je réponds à votre question. Ça, c'est une réponse à votre question. Si nous avions mené une lutte antiterroriste propre, c'est-à-dire respecter l'individu, respecter la loi, Sans torture. respecter la procédure, préserver la dignité des gens, c'est ça. Dans un état de droit, on fonctionne comme ça. Si on avait travaillé sur cette base, le terrorisme dans son ensemble aurait été liquidé en 3-4 années, pas plus. 3-4 ans. 3-4 années, pas plus. Pas plus. Et pourquoi on n'a pas suivi cette... Elle n'a pas suivi parce qu'il y avait une anarchie totale. Certains voulaient être les chefs, d'autres commandaient, je ne sais pas, c'était une khalota. Et la Khalota, enfin, on savait, il y avait une hiérarchie militaire. C'est la hiérarchie militaire qui était en place. Militaire dans les militaires, il y a des militaires dans les militaires, service dans le service. On ne savait plus qui commandait pas. C'était la pagaille générale. Ouais, tout simplement. Moi, je suis arrivé à un stade, à un moment où j'ai demandé au directeur général de quitter les services opérationnels. Je ne voulais pas que mes locaux, etc., servent à autre chose, à des choses dont je ne suis pas. À la torture, c'est à la torture. Moi, je ne sais pas, moi, je peux. Mais il y a des gens qui peuvent venir chez moi, dans mes locaux, interroger. Moi, je n'ai pas à regarder ce qu'ils font. Ils sont libres de le faire. Nous sommes un service public. Un service d'État. Mais tu ne cautionnais pas les pratiques? Jamais. Je n'ai jamais. Est-ce que tu as assisté à des scènes de torture? Là, on était presque. On est tous d'accord sur la stratégie de lutte antiterroriste. Parce que c'est le service qui était le plus en contact avec la population, c'est le service de police. Donc on connaît tout le monde, on a vu des gens grandir de 4 ans. Dans les quartiers, etc. 18 ans, même ça, on ne pouvait pas torturer les gens qu'on a vu grandir. Des petits récidivistes, des petits voleurs qui, par la suite, sont devenus grands, peut-être plus dangereux, c'est vrai, mais on les connaît. Donc, la pratique de la torture, je crois qu'elle reste individuelle. Même dans la manière dont un chef de service gère son service, elle reste un peu personnifiée au responsable du service. S'il autorise la torture, s'il est partisan de la torture, eh ben c'est tout le service qui va torturer les gens. Tout dépend du chef de service. Moi, la torture, je ne l'ai pas pratiquée. Moi, je le dis, ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Je ne l'ai pas pratiquée. Il y a eu des interrogatoires musclés, évidemment, il faut le faire. On a affaire à des criminels. On n'a pas affaire à des enfants des criminels qu'on doit interroger, sur lesquels on a beaucoup de charges. Les charges étaient suffisantes pour aller loin dans l'interrogatoire. C'est ce qui se passe dans le monde, à travers le monde.